Merci beaucoup pour l'invitation et merci à vous d'être présent. Mon exposé va se composer de deux parties. Une première partie où je vais passer un moment à vous expliquer un problème de nature industrielle sur lequel je travaille beaucoup depuis quelque temps, qui sera pour moi l'occasion de faire un petit survol des contributions qu'on a eues ces dernières années en électrophysiologie cardiaque et en particulier sur la simulation d'électrocardiogramme. Dans une deuxième partie, je resterai dans le thème de la simulation en électrophysiologie cardiaque, mais d'un point de vue plus de méthode numérique, et plus spécifiquement, je m'intéresserai à des méthodes dites de réduction de modèles, dont un exemple célèbre est la POD, donc je rappellerai brièvement ce que c'est. Je montrerai ce qu'on peut faire avec, ses limites, puis je proposerai quelques nouvelles idées, une nouvelle approche qu'on comprend assez mal, pour tout vous dire, c'est assez préliminaire, mais qui semble donner des résultats intéressants. Voilà. Donc je commence par des résultats de simulation numérique en électrophysiologie cardiaque et un problème industriel. Je commence par vous donner quelques chiffres pour un peu fixer le contexte. Le contexte, c'est ce qu'on appelle la pharmacologie de sécurité, safety pharmacology en anglais. Pour fixer les idées, sur une enquête très complète, réalisée sur un grand nombre de sociétés pharmaceutiques, un grand nombre de médicaments, sur une période assez longue, la mise au point d'un nouveau médicament, c'est 2,5 milliards de dollars sur 10 ans, 10 à 12 ans, durant lesquels sont testées environ jusqu'à 10 000 molécules. Voilà. Donc c'est pour fixer les idées, 2,5 milliards de dollars, 10 à 12 ans de développement et 10 000 molécules à tester et à éliminer, puisqu'au bout du compte, sur ces 10 000 molécules, il n'y en a probablement qu'une ou quelques-unes qui seront effectivement retenues et testées sur l'homme. Le but de la pharmacologie de sécurité, c'est durant ce long processus, et de préférence le plus tôt possible, éliminer les molécules qui risquent de présenter un danger pour l'homme, en particulier sur le cœur. Donc là, compte tenu du très grand nombre d'expériences à faire, du très grand nombre de molécules, ce qu'on appelle le criblage à haut débit est un élément essentiel, c'est-à-dire pouvoir faire des expériences très très rapidement sur des cellules cardiaques. Et l'exemple emblématique là-dessus, c'est un médicament qui s'appelle terfénadine, qui est un antihistaminique, donc un médicament assez anodin pour traiter le rhume des foins, qui dans les années 90 a été prescrit à des millions de personnes avant qu'on se rende compte que ça ne crée chez ces personnes des risques d'arythmie très graves ventriculaires. Alors une arythmie, c'est quand le cœur se met à battre de façon désordonnée. Il y a un phénomène assez amusant qui s'appelle les torsades de pointe, y compris dans la littérature anglo-saxonne. Les anglo-saxons ont gardé le terme français, qui a été découvert dans les années 60, où l'électrocardiogramme présente cette forme assez caractéristique sous forme de torsade, d'où le nom de torsade de pointe. Donc ce sont des arythmies ventriculaires, le cœur se met à battre de façon désordonnée, qui peut causer, ça va de palpitations à des évanouissements, voire à une mort brutale. Alors, ceci est induit par un syndrome qu'on appelle le QT long. Donc, ce que je vais vous raconter dans les minutes qui viennent vont me permettre de comprendre ce que ça veut dire ce QT long, de vous montrer ce qu'on peut faire en simulation. Donc, l'électrocardiogramme, si on reprend l'explication qui a été donnée au début du XXe siècle et qui a valu le prix Nobel à Einthoven, on peut l'expliquer de la façon très simple suivante. On assimile le cœur à un dipôle électrique qui va être fixé en un point, mais mobile. Ce dipôle crée un potentiel électrique. Donc, si vous voulez regarder la différence de potentiel créée par ce dipôle, eh bien, vous projetez ce vecteur sur ce vecteur-là. Alors, d'où vient ce dipôle électrique? Dans une vision un petit peu plus élaborée de ceci, c'est de regarder le cœur qui est ici. Au début du battement cardiaque qui part dans l'oreillette droite, vous avez une dépolarisation. Ici, un front de dépolarisation qui va se propager. Donc des cellules négatives d'un côté, positives de l'autre, donc une distribution surfacique de dipôles, dont la résultante ici est représentée en jaune, qui correspond au vecteur d'Einthoven ici. Donc au début de l'activation du cœur, vous avez ce vecteur qui va dans ce sens. Mentalement, vous le projetez sur ce vecteur. Vous avez la différence de potentiel entre le bras gauche et le bras droit. C'est ce qu'on appelle la première dérivation de l'électrocardiogramme. Ça correspond à la première bosse que vous voyez sur l'électrocardiogramme et que les médecins appellent l'onde P. Ensuite, le signal continue à se propager, arrive dans les ventricules. Donc, c'est ce signal électrique qui provoque la contraction des fibres cardiaques, des muscles. Voilà, donc vous avez le vecteur s'oriente cette fois-ci de cette façon. Vous le projetez sur ce vecteur. Vous avez cette fois-ci une déflexion négative, c'est l'onde Q. Puis, le signal se propage rapidement dans le ventricule, contracte les ventricules, c'est l'onde R.
Ensuite, bon, la propagation se termine. Normalement, ici, il y a une onde S qui n'est pas représentée là sur ce schéma. Le cœur se contracte, le sang est éjecté dans le corps et dans les poumons. Vous avez ensuite le cœur qui revient à l'état de repos, et donc il repart en sens inverse, d'accord ? Le vecteur est orienté dans ce sens. Vous avez à nouveau une déflexion positive, qui est l'onde T, qui correspond au retour, au repos du cœur. Voilà. Donc PQRST, c'est le battement cardiaque vu sur le corps, en prenant les différences de potentiel électrique à la surface de la peau. Alors, ça ce n'est pas la façon dont on va résoudre, nous, le problème, en tout cas pas avec ce vecteur dipolaire. On va avoir une approche multi-échelle. S'il y a des parties qui sont chargées négativement et des parties qui sont chargées positivement, c'est parce qu'il y a des échanges ioniques entre le milieu intra et le milieu extracellulaire à travers des canaux ioniques. Donc, je ne rentre pas dans les détails ici, mais vous avez au repos la cellule qui est polarisée négativement. Des ions sodium vont rentrer très brutalement, ce qui va provoquer une dépolarisation. Des ions potassium sortent, des ions calcium rentrent, etc. Ça va se repolariser, revenir au repos ensuite. Ça, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'action. C'est ce qui se passe à l'échelle cellulaire. Et c'est représenté depuis les travaux d'Hodgkin-Huxley dans les années 50 par ce type d'équation différentielle non linéaire qui va représenter le potentiel électrique à travers la membrane de la cellule et des échanges ioniques à travers ces canaux. Voilà. Donc vous avez des dizaines et des dizaines de modèles de ce type, mais enfin de façon schématique, on peut le résumer de cette façon. Maintenant, on passe à l'échelle du tissu. On est au niveau du cœur. On retrouve à l'échelle du tissu ces termes que vous aviez à l'échelle de la cellule, donc les termes non linéaires d'échange ionique. Ici, le terme capacitif sur le potentiel transmembranaire, couplé à des équations différentielles ordinaires. Mais vous êtes à l'échelle du tissu, donc il y a évidemment des phénomènes de diffusion qui apparaissent ici pour le potentiel intra- et extracellulaire. Alors au passage, on notera qu'ici, on a des vrais tenseurs qui sont liés à la présence de fibres cardiaques, aussi bien dans le ventricule que dans les oreillettes. Et puis on continue à s'éloigner de la cellule. Maintenant, on est dans le torse. Dans le torse, là, on a quelque chose d'assez simple. On a simplement les équations de l'électrostatique qui vont être couplées au modèle que je vous ai présenté précédemment. Et ensuite, on n'a plus qu'à mesurer dans la simulation numérique le potentiel en certains points qui sont les points standardisés de l'électrocardiogramme qui est pris par les médecins. Et vous avez comme ceci l'électrocardiogramme. Alors, quand on a commencé à travailler là-dessus, il y a une dizaine d'années, les résultats étaient assez épouvantables. Je vous donne ici un premier résultat comparé à ce qu'on aurait dû obtenir, donc le PQRST ici. Donc, on n'avait pas d'oreillette, les ondes étaient dans le mauvais sens, etc. Donc, si on fait les choses trop naïvement, évidemment, ça ne marche pas du tout. Donc, il y a pas mal de modélisation, de trouver le bon niveau de complexité dans les modèles cellulaires à prendre. Bon, à peu près au même moment, des équipes concurrentes étaient guère mieux avancées que nous, donc ça nous encourageait à poursuivre. Dans les années 2010, on a commencé à avoir des résultats satisfaisants. Vous pouvez comparer rapidement les courbes qui sont ici, qui ont été obtenues par simulation, avec celles qui sont là, qui sont extraites d'un véritable CG, donc c'est pas mal. Il n'y a toujours pas d'oreillette, mais ça permettait de commencer un peu à jouer. Donc ça, c'est des couplages électromécaniques qui sont faits avec des collègues de l'INRIA, Dominique Chapelle et Philippe Moireau en particulier, où on couple le modèle électrique que je viens de vous présenter rapidement avec un modèle mécanique. Donc ici, on a un cas sain. La couleur représente le potentiel électrique. Alors évidemment, ça se propage très vite, hein, donc on n'a pas trop le temps de voir. On trace l'électrocardiogramme correspondant. On peut simuler un cas pathologique où on va représenter ici un bloc de branche droit. Vous voyez qu'il y a sur la partie droite du cœur, qui est représentée ici à droite, vous avez un retard de l'activation par rapport à la partie gauche. Et on a fait le test en aveugle de présenter l'électrocardiogramme correspondant à un médecin, et il reconnaît effectivement un bloc de branche droit en voyant l'électrocardiogramme. Voilà. Et puis tout à l'heure, je vous ai parlé de fibrillation. Donc on peut s'amuser à créer une fibrillation et avoir, donc vous voyez là, on a quelque chose de très, très désordonné qui apparaît sur le ventricule. Le ventricule bat de manière très, très peu efficace. Et regardez ce que donne l'électrocardiogramme correspondant. Bon, c'est qualitativement ce qu'on observe sur des vrais ECG. Voilà. Plus récemment, on a fait encore des progrès sur la modélisation, cette fois-ci des oreillettes, pour avoir l'électrocardiogramme complet. Donc, c'est des travaux, là encore, avec Dominique Chapelle, et qu'on a fait aussi avec l'équipe de Bordeaux de Michel et Saguer, où on propose un modèle d'oreillette avec une approximation de type coque-mince, parce que les oreillettes sont extrêmement fines. Donc, il y a une pertinence, quand on se base sur l'imagerie médicale, à travailler sur des modèles comme ça. Voilà. Et donc, ça, c'est notre état de l'art. Donc ici, l'électrocardiogramme avec ses 12 dérivations, l'onde P que vous venez de voir rapidement. Là, les oreillettes sont dépolarisées.
Et puis la propagation qui se prolonge dans les ventricules, le QRS, et là ça va être le retour au repos avec l'onde T ici. Voilà, le cœur revient au repos. Bon, alors quand on fait ce genre de simulation, il y a un problème qui est un peu inhabituel, disons, par rapport aux sciences de l'ingénieur. Si vous calculez la traînée ou la portance d'une aile, vous avez des références, enfin vous pouvez prendre une norme, comparer à des données de référence, éventuellement expérimentales. Là, il y a quand même une particularité, c'est que des individus sains peuvent avoir des ECG très différents. Alors bon, on ouvre des livres de médecine, de cardiologie, on voit un certain nombre de critères qualitatifs, quantitatifs, etc. On essaie évidemment de se convaincre qu'on a quelque chose qui est raisonnable quand on veut simuler un ECG sain. Là, pour vous donner une idée de la variabilité, ça c'est extrait d'un livre de médecine, dans cette zone rouge, en fait, un ECG qui se trouverait dans cette zone rouge correspond à un ECG sain. Donc ça vous montre quand même la variabilité que vous pouvez avoir entre sujets. Du coup, évaluer la qualité de ce qu'on simule, ce n'est pas complètement évident. On a une métrique qui n'est pas complètement standard. On ne peut pas mesurer avec une norme L2 ou je ne sais quoi par rapport à quelque chose de référence, puisqu'on a quelque chose de très grand. Donc là, on essaie de travailler avec des statisticiens de Milan qui ont accès à une grande base de données d'à peu près 1000 ECG sains, qui sont toutes représentées ici, superposées. La zone grise, en fait, c'est 1000 courbes superposées les unes sur les autres. Et on plonge dans cette base de données d'ECG sains réels, nos ECG simulés, et on se sert de critères, disons, statistiques pour mesurer à quelle profondeur notre ECG rentre dans cette base-là. Je pense que c'est la bonne façon d'évaluer la qualité d'un ECG qu'on simule. Et pour la suite, ça sera aussi la bonne façon, sans doute, de faire le problème inverse, donc d'essayer d'estimer des paramètres à partir de mesures. Bien, voilà. Donc je reviens, là c'était pour vous donner un peu cet aperçu général sur la modélisation et la simulation en électrophysiologie cardiaque. Je reviens sur mon problème de pharmacologie de sécurité. Donc comme je vous disais, il s'agit d'éliminer des molécules destinées à être des médicaments en essayant d'anticiper des effets délétères sur des cellules. Alors la pratique actuelle, qu'est-ce que c'est ? C'est de travailler sur des cellules qui souvent ne sont ni cardiaques ni humaines, dans lequel on va chercher à exprimer un gène bien particulier, le gène ERG, qui est responsable d'un canal ionique bien particulier, potassique. Bon. On fait des mesures délicates, c'est une technique dite de patch clamp qui consiste à utiliser une micropipette de 1 micron, poser ça sur la paroi de la cellule. Donc c'est une opération, là on est très loin du haut débit, là c'est vraiment très, 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 très méticuleux. Et essentiellement, on regarde un seul critère, c'est le fameux allongement du segment QT. Donc maintenant, vous avez en tête l'électrocardiogramme, un PQRST. Donc QT, c'est à peu près le temps où la cellule est dépolarisée. Autrement dit, c'est à peu près la durée de ce potentiel d'action à l'échelle cellulaire. Voilà. Donc un critère, des cellules non humaines, des mesures délicates. Il y a une technique qui est en train de se développer, qui n'est pas encore admise complètement, qui consiste essentiellement en deux ruptures. La première rupture, c'est qu'au lieu d'utiliser des cellules animales, on utiliserait des cellules humaines, mais des cellules souches. Donc c'est des cellules qui s'appellent pluripotentes induites, c'est-à-dire que vous prenez un individu, vous récupérez par exemple des cellules de la peau, vous déprogrammez ces cellules et vous les reprogrammez pour qu'elles se différencient en cellules cardiaques. Donc ça, c'est des techniques très récentes qui ont valu le prix Nobel en 2012. Là, évidemment, l'avantage, c'est qu'on travaille non seulement sur des cellules humaines, mais on peut imaginer dans le futur même travailler sur les cellules de patients. Bon, ensuite, on utilise ces cellules sur un dispositif dont je vais vous parler après, qui permet des mesures effectivement à haut débit. Donc ça permet de cribler très très rapidement les molécules. Et puis, on ne se focalise plus sur un seul canal, mais sur un ensemble de canaux ioniques. Voilà, donc ça a l'air très prometteur, mais il y a des limitations. Et la principale limitation, disons pour ce qui nous concerne, est la suivante. Donc ça, c'est un dispositif, c'est ce qu'on appelle un MEA, un microélectrode array, qui permet ces mesures à haut débit. Mais le problème, c'est que la mesure qui est obtenue sur ce MEA ne ressemble pas du tout à ce que les électrophysiologistes ont l'habitude de voir. Eux ont l'habitude de voir ceci quand ils mettent leur micropipette, le potentiel d'action. Et le MEA, qu'est-ce qu'il vous présente ? Il vous présente des courbes qui ne ressemblent pas du tout à ça et qui en plus sont variables selon les électrodes. Voilà. Et donc ces courbes, c'est ce qu'ils appellent le potentiel de champ. Alors, en fait, ces courbes, on peut les voir, si je reviens sur l'électrocardiogramme dont j'ai parlé tout à l'heure, un peu comme un électrocardiogramme. C'est-à-dire que l'électrocardiogramme, comme je vous disais, ça consistait à partir d'un modèle à l'échelle de la cellule,
de la passer à l'échelle du cœur avec une équation aux dérivées partielles de type non linéaire parabolique, couplée à ce modèle d'équation différentielle ordinaire, et puis d'aller au niveau, voilà, de mesurer le potentiel en des points bien déterminés. Donc d'une certaine façon, le MEA, c'est un peu ça qui mesure, mais avec la particularité, si vous voulez, pour faire l'analogie avec l'électrocardiogramme, c'est un peu comme si on ne savait pas où était le cœur et qu'on mette les électrodes de façon aléatoire sur le corps et qu'en plus d'un patient à l'autre, on change la position des électrodes. Donc évidemment, c'est un peu difficile à la fin d'avoir quelque chose de facilement exploitable. Et on comprend du coup la réticence des expérimentateurs à utiliser ce dispositif, mais on se dit que là, le modèle et la simulation peuvent jouer un rôle, puisque si on suit la logique de l'électrocardiogramme, eh bien on repart à l'échelle de la cellule. Maintenant, on se met, bon, pas plus à l'échelle du cœur, mais à l'échelle du MEA, du dispositif de mesure. On introduit un petit modèle qui va modéliser le comportement de l'électrode là-dessus, et puis on lance la simulation. Voilà, donc vous avez typiquement ce genre de phénomène. Vous avez une cellule qui va prendre la commande, qui fait un peu le chef d'orchestre, qui bat spontanément, qui dépolarise les autres, et vous avez comme ça une propagation de front sur le MEA. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, ça, c'est des mesures réelles, c'est une photographie d'un écran. Ça, c'est de la simulation. Donc, on a des choses qui sont qualitativement assez raisonnables, donc que l'expérimentateur peut reconnaître, disons, par rapport à ce qu'il mesure, qui ne lui parle pas. Mais évidemment, l'avantage du modèle, c'est que là, on est capable maintenant de remonter à une quantité qui lui est familière, qui est le potentiel d'action. Et de cette quantité-là, le modèle va permettre de donner accès à l'activité des canaux ioniques, qui est, in fine, ce qui intéresse le pharmacologue. Il s'agit de voir si les canaux vont être inhibés par des molécules. Alors, un exemple de question qu'on a abordé avec des expérimentateurs. Bon, comme je vous disais, ce ne sont pas des techniques qui sont encore très, très stables, hein, et en particulier, les cellules souches ne ressemblent pas réellement à des cellules cardiaques. Ça évolue très, très vite. En l'espace de quelques années, il y a eu énormément de progrès, mais enfin, il y a beaucoup de scepticisme. Est-ce que ce sont des cellules ventriculaires, auriculaires? Est-ce qu'elles sont complètement matures, etc. Alors, les expérimentateurs voient des signaux différents sur les électrodes. Et ils attribuent ça au fait que les cellules sont différentes sur les électrodes, qu'il y a une certaine hétérogénéité. Voilà. Nous, ce qu'on leur montre par simulation, c'est qu'en fait, même quand les cellules sont toutes identiques, vous pouvez avoir cette hétérogénéité aussi. Et la cause, elle n'est pas surprenante, hein. Ça vient des phénomènes spatiaux. Vous avez une stimulation qui part d'un certain endroit, bon, ça casse la symétrie, vous avez des conditions aux limites, etc. Et donc, avec des potentiels de champ différents et des cellules identiques, on peut obtenir le même potentiel d'action partout. Et ça, par l'expérience, c'est très difficile à mettre en évidence, et donc c'est quelque chose qui a intéressé, disons, les expérimentateurs quand on leur a montré. Bon, maintenant, plus proche de l'application, l'effet de médicaments. Ça, c'est une drogue qui est connue, le dofétilide, qui est connue pour agir sur un canal potassique. Ça, ce sont des résultats d'expérience, avec un cas contrôle, et puis deux concentrations successives du composé, en augmentant la concentration. Ça, c'est le résultat de simulation. Alors là, on ne cherche pas à reproduire rigoureusement le comportement de chaque électrode. En revanche, qualitativement, vous observez par exemple ici que cette bosse va avoir tendance à se décaler vers la droite quand la concentration de la drogue augmente. Et c'est effectivement ce qu'on observe ici. Donc là, on revient avec la fameuse durée du QT, hein, le potentiel d'action, dont on voit qu'il augmente quand la concentration de la drogue augmente. Et donc là, on est dans la situation où on peut commencer à faire du problème inverse, et donc, étant donné des expériences, essayer de remonter au canal ionique, et donc de tracer des courbes dose-réponse, qui sont les courbes qui intéressent le pharmacologue. Voilà. Et donc là, on est vraiment assez proche de faire quelque chose qui est d'un intérêt, disons, industriel. Donc on a profité d'un appel ANR très intéressant, qui est l'appel des laboratoires communs. On s'est associé avec une PME française qui s'appelle Notocord, qui est une PME qui fonctionne très bien, qui embauche 20 personnes, qui existe depuis plus de 20 ans, qui travaille avec tous les grands groupes pharmaceutiques, Sanofi, Pfizer, Merck, etc., et qui travaille sur de l'acquisition de signal, du traitement de signaux biomédicaux. Et donc ce qu'on fait avec eux, c'est de rajouter dans leur logiciel une composante modélisation et simulation qui permet de donner accès à un expérimentateur au genre de résultats que je vous ai montrés, et donc de tâcher par problème inverse, d'essayer, compte tenu des résultats expérimentaux qu'ils obtiennent, de remonter automatiquement à l'effet sur des canaux ioniques. Voilà. Donc là, j'ai fini ce que je voulais vous raconter sur ces aspects de modélisation et d'application de l'électrophysiologie. Je vais maintenant passer à la deuxième partie de mon exposé qui concerne la modélisation réduite. Alors bon, le terme modélisation réduite est évidemment un peu... Oui. Là,
Mhm. ce qui permet de prédire éventuellement plus rapidement l'effet via le problème d'identité, c'est-à-dire allongement de QT, Oui. le côté néfaste pour le cœur. C'est bien ça. Oui, pour la cellule cardiaque, oui, c'est ça. Et c'est le seul moyen de tester le côté dangereux, éventuellement dangereux de la molécule. C'est le seul test qui est fait pour examiner la sécurité du médicament. Alors, Uniquement un aspect de... à ma connaissance, pour les aspects électriques, c'est le seul test qui est fait, et c'est un canal ionique, c'est vraiment un truc très précis. Donc là, Qu'est-ce qu'il a de particulier? alors, donc c'est le canal ERG qui est inhibé par certaines molécules. Quand il est inhibé, ça a tendance à allonger la durée de dépolarisation. Et quand la durée de dépolarisation est plus grande, ça a tendance à créer ce que j'ai montré rapidement, ces phénomènes de réentrée, etc., qui mettent le cœur en fibrillation. Donc c'est un critère, à mon avis, que tout le monde s'accorde à reconnaître certainement trop rustique, disons, mais il est très fort. C'est-à-dire qu'il y a une très forte suspicion, quand il y a un allongement de QT, qu'il y ait un risque d'arythmie. Donc, du coup, ils ne prennent pas le risque, ils l'enlèvent. Et c'est probablement trop conservatif. C'est-à-dire qu'il est possible qu'avec des analyses plus fines, on se rende compte qu'on élimine des molécules qui, en réalité, sont moins dangereuses que ce qu'on pense. Avec les autres tests, il y a aussi Il n'y a pas des choses qui pourraient être mauvaises pour le cœur sans passer par le... ça, c'est le... ça, on ne sait pas. Et l'idée d'aller regarder un peu d'autres canaux, c'est un peu ça aussi. Ouais. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est la pratique actuelle, c'est vraiment de se focaliser sur ce canal ionique. Vous avez une chance de faire accepter Alors, il y a des choses qui ne relèvent vraiment pas de nous. Par exemple, si les cellules souches ne sont pas matures, là, ça va être compliqué de les faire admettre par l'industrie pharmaceutique. Vraiment, sur la partie, sur la réaction, le MEA mesure le potentiel à l'extérieur. Il y a plusieurs sociétés. Nous, on travaille avec Multichannel System qui fabrique ce genre de dispositif. Disons que sur la partie de l'expérimentateur qui dit ces signaux-là, j'ai du mal à les analyser, je pense que la modélisation et la simulation peuvent apporter une vraie réponse. Et puis sur la partie, voilà mes signaux, je rajoute des drogues, peux-tu me dire quels sont les canaux ioniques qui ont été impliqués, le ERG, mais aussi les autres? Là, il y a aussi vraiment il y a une vraie plus-value à apporter. Bon, après, si les gens ne l'adoptent pas parce que les cellules souches ne marchent pas, bon, ça c'est quelque chose qui nous échappe. Voilà. Très bien, donc modélisation réduite. Alors bon, c'est un terme qui est évidemment un peu redondant, puisqu'on peut dire qu'à chaque fois qu'on fait un modèle, d'une certaine façon, on fait quelque chose de réduit. Par définition, on simplifie la réalité. Bon, disons que là, ce qu'on entend, c'est quelque chose de plus réduit que ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire, supposez que vous avez un modèle qui est un peu le standard, hein, l'étalon, et puis vous cherchez à dégrader ce modèle d'une certaine façon en acceptant de renoncer à de la précision, en échange d'une efficacité beaucoup, beaucoup plus grande. Un calcul qui pourrait se faire 10 fois, 100 fois plus rapidement ou 1000 fois plus rapidement. Bon. Il y a plein de situations où ça, c'est très intéressant. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de faire du prototypage rapide avant de faire la simulation de référence qui va vraiment vous servir. Il y a des quantités de paramètres à fixer, etc. Vous pouvez avoir envie de faire des calculs peu précis, mais très rapides. Quand vous faites de l'optimisation, par exemple pour optimiser la position de sonde de stimulateur cardiaque, vous allez avoir besoin de résoudre évidemment un grand nombre de fois le problème lors de la phase d'optimisation. Vous n'avez pas toujours besoin d'une précision très grande, en revanche, vous avez besoin que ça aille vite. Voilà. Et puis si on s'intéresse au problème inverse, c'est-à-dire étant donné l'électrocardiogramme, remonter l'activité du cœur, bien là aussi on va avoir besoin de résoudre un grand nombre de fois le problème direct. Donc là aussi on peut être intéressé par des méthodes qui vont plus vite, beaucoup plus vite que ce qu'on est capable de faire. Alors, de façon très schématique, je dirais qu'il y a deux routes. Une première, c'est de se dire, j'ai une physique, j'ai une géométrie, je vais chercher à simplifier ça. Par exemple, simplifier la physique dans notre cas, ce serait de dire, finalement, ces équations paraboliques non linéaires, très, très compliquées, couplées, etc., en fin de compte, elles servent surtout à décrire la propagation d'un front. Donc on pourrait prendre une approximation éconale de ceci. Donc là, je simplifie drastiquement la physique et j'ai quelque chose qui va effectivement beaucoup plus vite. Bon, ça a été fait.
J'ai parlé de l'approximation de type coque mince pour les oreillettes. Là, je simplifie la géométrie d'une certaine façon, et ça permet effectivement d'avoir des équations qui se résolvent beaucoup plus vite que si on le faisait sur un domaine 3D pour les oreillettes. On le fait sur du 3D pour les ventricules, mais sur les oreillettes, on le fait sur surface mince. Bon. Donc ça, c'est une manière de simplifier, de réduire la complexité. Mais ce n'est pas ça que je vais suivre aujourd'hui. Ce que je vais suivre, c'est des méthodes qui consistent à conserver les équations, conserver la géométrie, donc on garde tout. Simplement, on va réduire l'espace d'approximation. Alors, les méthodes classiques dans ce domaine, c'est les méthodes introduites par Madé, par Patera, qui ont été reprises par beaucoup de monde derrière, qui s'appellent les méthodes de base réduite. Et puis une méthode plus ancienne, adoptée dans énormément de domaines de l'ingénierie, ce qu'on appelle la POD, Proper Orthogonal Decomposition, ou selon le contexte, les méthodes de Karunen-Loew, que je vais détailler un tout petit peu maintenant. Voilà. Alors, comme je vous disais, on ne va rien changer. On garde les équations, on garde la géométrie. Imaginez qu'on utilise une méthode d'éléments finis. Donc ça va être notre modèle complet. Vous avez une solution qui dépend de l'espace et du temps. Vous la cherchez sur une base d'éléments finis qui, elle, ne dépend que de l'espace, d'accord, avec des composantes qui dépendent du temps. Et vous allez résoudre exactement le même problème, mais en remplaçant cette base d'éléments finis, a priori de très très grande dimension, en une base qui va être calculée, qui elle va être de beaucoup plus petite dimension, mais qui va être obtenue par une décomposition en valeurs singulières d'une base de données que vous aurez précalculée dans une partie offline, donc à un moment où vous vous autorisez à faire beaucoup de calculs, des calculs représentatifs de votre simulation. D'accord, donc voilà un peu plus formellement, vous avez une base d'éléments finis, ça c'est votre EDP que vous avez écrit sous forme faible, une méthode de Galerkin, phi la base d'éléments finis, U votre solution. Dans une phase offline où vous vous autorisez à faire beaucoup de calculs, vous générez un grand nombre de solutions, on va appeler ça des clichés, des snapshots, à plusieurs instants en temps, éventuellement pour plusieurs jeux de paramètres. Vous constituez comme ça une grosse matrice constituée de toutes ces solutions que vous aurez précalculées dans la partie offline. Vous réalisez une analyse statistique de cette base de données en faisant une décomposition en valeurs singulières. Vous obtenez comme ça des valeurs singulières qui, dans beaucoup de cas, décroissent très très vite. Donc vous allez garder les valeurs singulières les plus grandes. Ça va vous donner des vecteurs associés. Vous allez utiliser ces vecteurs pour résoudre votre équation. Et donc vous gardez exactement la même formulation de l'équation, vous remplacez simplement la base élément fini par ces vecteurs précalculés. D'accord ? Donc voilà en quelques mots le principe de la POD. Alors ça donne des résultats intéressants. On a essayé ça en électrophysiologie. Par exemple, quand on veut augmenter la fréquence cardiaque, les électrophysiologistes ont des courbes qui leur donnent beaucoup d'informations, qui s'appellent les courbes de restitution, qui, pour être obtenues, nécessitent de modéliser au moins une centaine de battements cardiaques avec une fréquence qui augmente. Donc ça, quand vous résolvez un problème en 3 dimensions, c'est quelque chose d'assez coûteux. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le modèle complet pour le premier battement seulement, et puis ensuite, pour les dizaines de battements qui suivent, on va utiliser le modèle réduit par la technique de POD que je vous ai indiquée. Et là, on a des résultats très bons. On a des ECG qui se superposent, des courbes de restitution qui sont très bonnes et qui sont obtenues à un coût divisé à peu près par 10 ou 20. Voilà. Donc ça marche bien. Alors en revanche, il y a plein de situations où ça marche très mal. Typiquement, quand vous allez changer les propriétés du matériau, les propriétés du tissu, imaginez que vous ayez constitué votre base de données sans prendre en compte la possibilité qu'il y ait un défaut, par exemple un infarctus qui modifie la conductivité ou la réaction dans une certaine zone du cœur, eh bien la base de données va être très mauvaise pour reproduire le signal. De même, si vous avez réalisé votre base de données avec une certaine source d'activation, eh bien, si vous changez de source d'activation au moment où vous utilisez votre modèle réduit, les résultats sont absolument catastrophiques. Ça, c'est deux électrocardiogrammes qui ont été obtenus en changeant simplement la source d'activation initiale. Vous voyez que ça ne coïncide plus du tout. Voilà. Donc, si la base de données n'inclut pas des situations différentes, ben on a des résultats très mauvais, et rien pour nous le dire. Hein. On n'a pas, contrairement à une méthode classique d'approximation, on n'a pas d'estimation a priori qui vont vous garantir que vous avez quelque chose de bon. Donc, c'est préoccupant. Voilà. Il y a des contournements possibles. Là, par exemple, ici, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est constituer une base de données plus riche dans laquelle on a simulé un grand nombre d'infarctus. Et puis, on a obtenu comme ça un modèle réduit.
on soumet ce modèle réduit à un infarctus qui n'est pas dans la base de données initiale, et on obtient des résultats pas mauvais, dans le sens où, si on trace l'électrocardiogramme ici, on a la caractéristique qui alerte le médecin sur le fait qu'il y a un infarctus. C'est-à-dire là, ici, vous avez la courbe noire, c'est la courbe saine, la courbe bleue, c'est la courbe qu'on obtient avec le modèle complet en présence d'un infarctus, et on a ce que les médecins appellent un sus-décalage du segment ST. Vous voyez que ici, la zone est décalée vers le haut. Avec le modèle réduit, on obtient encore ce sus-décalage du segment ST. Donc le modèle réduit est capable de le reproduire ce qu'on attend, mais au prix d'avoir créé une base de données beaucoup plus grosse, et puis rien ne nous garantit qu'on va être capable d'explorer tous les scénarios qui sont nécessaires pour rendre la base de données suffisamment robuste. Donc voilà, il y a des contournements possibles pour utiliser la POD, mais ça reste assez compliqué. Disons assez cher et assez incertain. Un autre aspect, c'est que vous avez vu que les phénomènes qu'on regarde sont caractérisés par des phénomènes de propagation, de front. La POD est très mauvaise dans ce cas-là. Alors ici, j'ai pris une équation beaucoup plus simple, j'ai juste pris l'équation d'advection linéaire, d'accord, avec une bosse ici qui est juste transportée. Donc ça, c'est la donnée initiale, ça, c'est la donnée finale, c'est le résultat final. Vous avez donc la bosse, vous imaginez le film, hein, la bosse est transportée comme ça. On prend 100 clichés de ce film. Ça, ce sont les valeurs singulières. Si ici, au lieu d'avoir quelque chose d'hyperbolique, on avait un problème parabolique, vous auriez une décroissance très rapide des valeurs singulières. Et donc la POD serait bien adaptée. Là, les valeurs singulières décroissent lentement. Si vous gardez 10 modes, vous avez une approximation très mauvaise. Et même avec 50 modes, on n'est pas très bon. D'accord ? Donc la conclusion de tout ça, c'est que, bon, on arrive à faire des choses avec la POD en électrophysiologie. Notre souci, c'est que pour la rendre réellement opérationnelle, il faudrait envisager un nombre tellement grand de scénarios dans la partie offline que c'est un peu décourageant. Et ensuite, le deuxième point, c'est que comme on a des phénomènes qui sont dominés par du transport ou de la propagation de front, eh bien, la POD n'est pas très performante pour ça, parce qu'elle suppose de prendre un trop grand nombre de modes. Voilà. Donc ça, ce sont ces constats qui nous ont motivés pour réfléchir à une alternative que je vais vous présenter maintenant. Alors, le premier objectif, c'est d'éviter la stratégie offline-online, pour éviter d'avoir tous ces scénarios envisagés, toutes les zones d'où l'activation peut démarrer, toutes ces zones où il peut y avoir des infarctus qui apparaissent, des anomalies, etc. Donc on veut éviter la stratégie online-offline. On est plutôt dans une démarche de type méthode spectrale, où on va utiliser des modes propres. Et ensuite, la deuxième idée, c'est de chercher à utiliser une base qui dépende du temps. Autrement dit, au lieu de chercher la solution sous la forme classique d'une décomposition sur une base indépendante du temps, où le temps est seulement porté sur les composantes sur cette base, on va chercher à construire une base qui dépend elle-même du temps. D'accord ? Évidemment, les questions, d'une part, sont comment calculer ces modes, et d'autre part, comment les propager, comment les faire évoluer en temps de façon efficace. Alors, donc voilà, ça c'est l'idée principale, qui n'est pas complètement naturelle et pour laquelle on s'est inspiré de travaux de Michel Sorine et ses collaborateurs qui ont proposé ça pour faire de l'analyse de signaux. Donc, ils ont appelé ça l'analyse de signaux semi-classique. On introduit, U c'est la solution qui nous intéresse. On introduit un opérateur de Schrödinger associé à cette solution. Pour les aspects de propagation de front, au traitement du signal, si on pense au traitement du signal, on aura envie aussi d'essayer des algorithmes de poursuite. Tu as regardé des choses comme ça Non. Oui. Ouais, ça peut être. Ouais, d'accord. Alors là, bon, cette. Oui, tout à fait. On va avoir un aspect temporel important et que là, vous allez donc là, essayer d'attraper spectaculairement. Ouais. Mais bon, donc là, ça ressemble peut-être plus à l'approche éconale à ce moment-là, avec on cherche à approcher le front. C'est vraiment de compléter par des éléments de base bien choisis. D'accord. Oui, alors, ok. Donc c'est un peu le même esprit, effectivement. Donc U, c'est la solution qui nous intéresse. Ça va être la solution de notre DP. Pour Michel Sorine, c'était un signal en temps qu'il voulait analyser. On regarde les modes propres associés à cet opérateur de Schrödinger, ça va être un paramètre positif qu'on se fixe. Les modes propres, évidemment, forment une base de Hilbert de notre espace, et on va chercher à approcher la solution sur cette base, qui par définition dépend du temps, puisqu'elle dépend de la solution elle-même. Donc on se mord un peu la queue pour l'instant, il va falloir évidemment éclaircir tout ça.
les modes propres dépendent de la solution elle-même. Mais enfin, ça donne déjà un espoir sur le fait qu'ils seront peut-être bien adaptés. Alors, donc, je vous donne le point de l'idée de départ vient de là. Hein, donc Michel Sorine s'est rendu compte qu'avec très peu de modes calculés ainsi, il arrive à approcher de façon très économique des signaux. Là, c'était une pression aortique. Ici, voilà ce qu'il obtient avec 3 modes. Donc, le vrai signal est en bleu, la reconstruction est en pointillé rouge. Avec 5 modes, on est quasiment parfait. Hein, donc, avec 5 modes, on arrive à reconstruire ce signal. Alors ça, c'est un peu l'acte de foi, parce que nous, on va s'appuyer là-dessus. C'est-à-dire que toute la méthode va reposer sur l'hypothèse, sur l'espoir, que effectivement peu de modes suffisent à reproduire la solution qu'on cherche. Tu peux revenir au Ouais. avant, parce que c'est une idée assez simple. Oui, donc je me disais, est-ce qu'il y a un petit paramètre dans le Laplacien, mais c'est le grand paramètre qui est devant lui. Oui. Voilà. D'où le nom de semi-classique. Voilà. Donc c'est assez et en fait, ça a quand même un lien avec l'optique géométrique, c'est de l'optique géométrique diffusive, d'une certaine manière. Puisque si on avait un epsilon devant le Laplacien, on aurait peut-être un lien avec l'optique géométrique par justement les transformations exponentielles sur epsilon. Ouais. Alors le lien qui était fait ici, c'était avec les solitons, c'est-à-dire de régler le paramètre qui d'une manière telle que ça, de jouer sur les valeurs propres négatives qui vont correspondre à des solitons, et de se dire que les solitons sont des objets qui sont bien adaptés pour représenter ces signaux à Bose. Voilà. Donc c'était un peu ça l'idée de départ. Ah, ça, c'était un D, et puis surtout, c'était que pour faire de l'analyse du signal. Donc là, nous, on a repris cette idée-là. Alors, eux utilisaient solitons en plus, ils utilisent les phi au carré. Nous, on va juste utiliser les phi, parce que bon, on a essayé les deux, on préfère juste utiliser les phi. Et puis, on va utiliser ça pour faire de l'approximation de dp. Donc, on poursuit l'idée, disons. Voilà. Donc, on a une dp, en pratique, non linéaire, parabolique. Hein, pensez à Fischer-Kolmogorov, FKPP, donc avec ici un terme de Laplacien, puis un terme non linéaire. Hein. Et on va calculer les modes initiaux, exactement comme je viens de le dire, avec la donnée initiale de cette EDP. La question maintenant, ça va être comment propager ces modes. Et c'est là qu'interviennent les paires de l'axe. Donc bon, je vous le dis juste en 2 mots, d'accord. Donc on a ici un opérateur, l'opérateur de Schrödinger que je viens d'introduire. Évidemment, on a une base, ici on a un opérateur auto-adjoint qui a toutes les bonnes propriétés. On a ici une base orthonormée qui dépend du temps, donc qui va rester orthonormée dans le temps. Donc vous avez un opérateur orthogonal, disons, qui va transformer la base initiale en une base à l'instant t. Donc si on fait ça formellement, hein, on suppose que tout est continuellement différenciable. Vous différenciez ça. Ça vous donne dq, dqt. Phi de 0, c'est q transposé phi de t. D'accord, donc c'est évidemment pas constructif pour l'instant, mais enfin vous êtes convaincu ici que vous avez un opérateur m qui vous permet de transporter cette base. D'accord, pour l'instant on ne sait pas ce que c'est, mais enfin on est à peu près convaincu qu'il y est. Alors maintenant, quelles sont les relations entre l'opérateur de Schrödinger et cet opérateur L? Bon, ben là c'est très simple aussi, vous prenez l'équation des modes propres que vous dérivez. D'accord, donc ça va faire dtl fois phi, plus L dt phi, mais dt phi, c'est m fois phi. Hein, et ça va être égal à dt lambda fois phi, plus lambda dt phi. Lambda dt phi, bon, ben ça, lambda dt phi, c'est lambda m de phi, et lambda phi, ben c'est L de phi. Voilà, donc vous avez un commutateur qui apparaît, Lm phi moins ml phi égale dt phi lambda. D'accord, donc le dtl plus le commutateur Lm appliqué à phi, c'est dt lambda phi. Voilà, donc ça c'est très simple, ça ressemble à l'équation de l'axe. En fait, l'équation de l'axe, l'idée de l'axe, c'est quoi? C'est d'introduire de façon astucieuse l'opérateur m, de façon à ce que quand U, le potentiel de Schrödinger ici, est solution de l'EDP, eh bien dtl plus le commutateur Lm soit 0. Donc si ça c'est 0, ah ben, ça donne un résultat remarquable, c'est que les valeurs propres sont constantes en temps. Et donc ça vous donne des intégrales premières de la dynamique. Hein, donc la vraie équation de l'axe, c'est celle-là, c'est quand les valeurs propres ne dépendent pas du temps. C'est ça le résultat remarquable de l'axe.
Bon. Alors nous, on se place dans un cadre un peu plus général, disons, on a a priori des lambda qui peuvent... Exactement, voilà. Et puis on ne connaît pas M, parce que pour l'instant, on ne connaît toujours pas M. Hein. Évidemment, là, on n'a pas beaucoup avancé, disons. Voilà. Alors bon, un exemple trivial qui ne sert à rien, mais juste pour toucher un peu du doigt, vous prenez l'équation de transport linéaire, l'opérateur de Schrödinger associé à la solution ici, vous calculez à la main l'opérateur M qu'il faut pour que l'équation de l'axe fasse effectivement 0. Alors qu'est-ce que ça donne? Bon, sans surprise, l'opérateur M, c'est lui-même un opérateur de transport, donc les modes propres sont simplement transportés. D'accord? Donc si vous décomposez votre donnée initiale sur ces modes propres, eh bien, sans surprise, la donnée à un instant t, c'est la décomposition sur les modes propres qui ont été simplement advectés par l'opérateur M. Bon, encore une fois, ça ne sert à rien. L'exemple emblématique de l'axe, ce sont les équations KdV. Donc là où on a quelque chose de beaucoup plus sérieux, puisque c'est non linéaire, hein, ça ressemble à du Burgers ici, puis avec ce terme d'ordre 3. Donc à nouveau, vous partez avec l'opérateur de Schrödinger ici. À la main, vous faites les calculs, vous trouvez l'opérateur M qui va bien pour annuler l'équation de l'axe, et du coup, vous avez toutes les valeurs propres qui sont des intégrales premières du mouvement et qui correspondent précisément à une racine près à la vitesse de propagation des solitons, qui sont les carrés des fonctions propres de l'opérateur. D'accord? Donc là, on touche du doigt, disons, quelque chose d'évidemment plus utile associé au paire de l'axe. Bon, néanmoins, ça, c'était juste une parenthèse, parce que nous, on est intéressé au cas où on ne connaît pas M et où on n'a a priori pas de propriétés isospectrales, les lambdas ne sont pas constants. Donc il va falloir construire une méthode d'approximation quand on ne connaît pas M de façon analytique. Alors on va approcher, comme je vous l'ai dit, la solution U sur cette base de modes propres. On va approcher le dp ici, donc le dtu d'une certaine façon. Hein. Pensez à Fischer-Kolmogorov, hein, c'est Laplacien U plus U fois A moins U, d'accord, également sur la base de modes propres. Et on regarde les opérateurs que je viens d'introduire sur cette base. Donc je projette et je regarde la représentation matricielle sur cette base. Évidemment, l'opérateur L, il est diagonalisé, donc c'est juste la diagonale des modes propres. Et puis l'opérateur M, pour l'instant on ne le connaît pas, c'est M phi J, phi I, et c'est ça qu'il va falloir regarder. Alors première chose simple, c'est de voir comment se représente le dp là-dessus. Donc j'injecte ces décompositions dans le dp. Là, la petite particularité, c'est comme on a une base qui dépend du temps, eh bien, on a des termes qui d'habitude n'y sont pas, hein, le dt phi. Mais là, on utilise évidemment l'opérateur M qu'on a introduit, et donc la représentation réduite de l'équation dérivée partielle sur cette base se limite à ceci. Alors maintenant, la partie intéressante, c'est de repartir de l'équation de l'axe, enfin de l'équation de l'axe généralisée où on a des lambdas non constants, et de projeter cette équation de l'axe sur les modes propres eux-mêmes. Alors je vous rappelle, L, c'est l'opérateur de Schrödinger. Donc quand je calcule la dérivée de l'opérateur, en fait, c'est la dérivée de U, de la solution de l'EDP. C'est ça le lien vraiment. Hein. Donc là, vous avez en fait l'EDP qui apparaît ici, et on va projeter cette équation de l'axe sur les modes propres. Vous retrouvez ici la dérivée des valeurs propres. Là, le commutateur LM, ça fait lambda M moins M lambda. Et le terme en dtL ici, c'est l'EDP projeté sur les modes propres. Okay. De cette équation, après un peu de calcul, vous en déduisez les choses qui nous intéressent, à savoir une équadif qui approche l'évolution de la valeur propre lambda et une approximation de la représentation matricielle de l'opérateur M qu'on ne connaissait pas. Alors là, j'ai supposé ici qu'on avait des valeurs propres simples, d'accord? Donc je me place dans ce cadre-là. On a un test dans notre algorithme. Si les valeurs propres se rapprochent trop, on met simplement la matrice M ici à 0. Ça fonctionne bien. Il y a peut-être des choses plus malines à faire, mais enfin pour l'instant, on n'a pas eu de souci avec ça. Voilà. Donc là, on a ce qui nous manquait, c'est-à-dire cette représentation approchée de l'opérateur qui va nous permettre de propager les modes. Alors, pour ça, il faut quand même propager cette représentation de l'EDP sur les modes. Donc là, ça fait apparaître un tenseur d'ordre 3. Bon, vous pouvez faire un peu de calcul, le dérivé, etc. On obtient là aussi une équation différentielle pour propager ce tenseur d'ordre 3. Donc si je résume, on a une représentation réduite de l'EDP, une équation différentielle pour voir l'évolution approchée des valeurs propres, une approximation de l'opérateur qui permet de propager les modes. Tout ça, c'est exprimé en fonction d'une quantité qui dépend évidemment de l'EDP, qui s'exprime de cette façon,
à l'aide d'un tenseur d'ordre 3 qu'on propage avec cet équatif. Il reste juste une dernière relation à obtenir qui va être dépendante de l'EDP, et que je vous montre sur l'exemple d'école, la FKPP. Donc on injecte les décompositions de la solution et de l'EDP dans cette équation. Ça vous donne une relation algébrique entre les coefficients. Donc c'est la relation de fermeture qui nous manquait. Alors pour obtenir cette relation, on a utilisé le fait que les non-linéarités ici sont polynomiales. Donc c'est une limitation pour l'instant de la méthode, mais je vais vous montrer après comment est-ce qu'on peut le contourner. Voilà. Alors je vous montre comment ça marche sur des équations de type électrophysiologie cardiaque. Alors c'est une version un tout petit peu simplifiée par rapport à ce que je vous ai montré avant, mais qui contient quand même pas mal de difficultés. On a une non-linéarité polynomiale, et je vais jouer avec un coefficient qui est le coefficient de réaction devant. Je l'appelle S. C'est le coefficient qui multiplie le terme non linéaire. Alors je fais c'est un modèle joué, disons, d'infarctus. Je vais, dans une certaine région de mon domaine de calcul, modifier ce coefficient en disant ça c'est une région qui a été abîmée. Donc ça c'est un cas qui est difficile avec la POD quand vous ne l'avez pas pris en compte à l'avance, quand vous créez votre base de données. Notre solution de référence, c'est une solution élément fini. Donc voilà, ça c'est la zone abîmée, si vous voulez. Vous voyez que le front contourne la zone abîmée, donc ça peut être un début de réentrée, un début de fibrillation. Voilà, donc ça c'est la solution de référence. Avec cette méthode-là des paires de l'axe approchées, avec 25 modes contre 5000 degrés de liberté ici, vous avez une solution qui est visuellement très très proche. Avec la POD, vous avez quelque chose qui ne marche pas du tout évidemment, parce qu'on n'a pas mis dans la base de données l'information que cette zone était perturbée. Alors si on la mettait, ça marcherait. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit cette zone, donc il faudrait mettre aussi des tas d'autres zones qui soient abîmées. Donc bon, on peut faire marcher la POD, mais ça va être compliqué de la faire marcher à chaque fois. Alors que là, avec cette approche, on a quelque chose qui s'adapte par définition à la situation. Bon, ça, c'est des courbes d'erreurs en fonction du temps. Bon, en pointillé, c'est les erreurs de la POD. Vous pouvez regarder la courbe, par exemple, mauve, qui est celle qui est obtenue avec 30 modes. Voilà, donc on est à de l'ordre entre 10 et 20% d'erreurs, donc c'est une méthode qui n'est pas très précise. Avec 15 modes, on était à 80% d'erreurs, donc on a quand même quelque chose qui se comporte relativement bien quand le nombre de modes augmente. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a un foyer ectopique, c'est-à-dire une zone du cœur qui va se mettre à être stimulée d'une manière un peu spontanée? Donc là, on continue le calcul précédent, on relance une stimulation à un certain temps, ici. À nouveau, la solution de référence est obtenue par élément fini. À nouveau, la solution avec les paires de l'axe approchées est relativement proche de celle en élément fini. Et là, la solution POD, si vous n'avez pas appris à votre POD à l'avance qu'une nouvelle source pouvait apparaître là, elle est complètement incapable de prendre ça en compte. Voilà. Donc à nouveau, des courbes d'erreur qui montrent que, bon, avec une trentaine de modes, on a quelque chose qui est, disons, de l'ordre de 10% d'erreur, donc qui est acceptable, disons, pour une méthode avec très très peu de degrés de liberté, pour un système qui est quand même non linéaire. Il ne faut pas être dépendant du temps et non linéaire. Ça, c'est du 2D, oui. On a fait du 3D aussi. Je n'ai pas les exemples ici, mais on a fait du 3D. Alors, non, on arrive avec quelques dizaines de modes, disons une cinquantaine entre 50 et 100 modes, à avoir quelque chose. En revanche, on a quand même deux défauts importants. Donc, je contrôle l'heure pour ne pas être trop long. Comme je vous l'ai dit, là, la méthode repose vraiment sur des non-linéarités polynomiales. Et puis, on a ces problèmes de propagation de tenseurs d'ordre 3 qui sont quand même très chers. À la fin, on a quelque chose qui scale comme le cube du nombre de modes. Donc on a un speed-up qui est décevant par rapport à la méthode complète. C'est-à-dire que même si on a réduit le nombre de degrés de liberté, on a quand même pas mal de calculs à faire qui font que l'amélioration du temps de calcul n'est pas très spectaculaire. Alors, une idée d'amélioration, c'est d'utiliser des points d'interpolation empiriques qui vont définir un espace réduit fixe. Donc on va introduire n points sur le maillage sur lequel on va interpoler la solution, np points. Et puis les modes approchés, ici, vont être calculés dans cet espace déjà réduit par ces np points d'interpolation. On va tirer nm modes comme précédemment. Donc la méthode fonctionne à peu près comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire qu'à nouveau, on a cet opérateur de Schrödinger, à nouveau, on calcule les modes seulement à l'état initial, après, on va les propager, mais on les propage dans un espace qui est un espace des modes interpolés en np points. Okay, donc je vais tout de suite à la
Voilà, une représentation un peu plus visuelle. Donc ça, c'est votre n, c'est la taille de l'espace d'éléments finis, pardon. Donc vous avez quelques centaines de milliers, disons, de degrés de liberté ou millions de degrés de liberté. Vous avez np mode ici. Vous allez choisir convenablement à t0 des points d'interpolation de ces modes qui vont vous donner ici une matrice de ces modes interpolés en ces points. Et c'est là, dans cet espace réduit-là, que vous allez dérouler toute la mécanique que je vous ai expliquée avec ces paires de l'axe. Et donc ces modes-là, maintenant, dépendent du temps, vont évoluer, mais dans un espace W qui, lui, est fixe. D'accord ? Et comme c'est de l'interpolation, eh bien, là, ça commute avec les non-linéarités, et donc on n'est plus limité seulement à des non-linéarités polynomiales. Alors évidemment, l'inconvénient de ça, c'est qu'on a maintenant 2 niveaux de réduction. Donc déjà qu'on n'avait pas beaucoup d'éléments théoriques, disons, pour asseoir notre méthode avec un certain nombre de modes. Maintenant, on a en plus le nombre de points à choisir, hein, donc c'est clairement un inconvénient de cette approche. En revanche, les avantages, c'est qu'on n'a plus besoin de propager les tenseurs, on a une reconstruction beaucoup plus efficace de la solution et on sait traiter des non-linéarités générales. Voilà, donc j'ai résumé à nouveau, juste pour vous montrer qu'on est très proche de la méthode que je vous ai décrite avec plus de détails. À savoir qu'on a à nouveau une représentation réduite de l'EDP sur les modes propres, des approximations des opérateurs de l'axe qui permettent de propager ces modes propres, de l'évolution des valeurs propres associées à ces modes propres, etc. Voilà. Simplement, maintenant, tout est interpolé en certains points. Donc ici, c'est un exemple à nouveau 2D, où on a représenté là les points d'interpolation empirique qui ont été sélectionnés par l'algorithme, et on compare ici la solution de référence, élément fini, avec la solution donc des paires de l'axe approchées, couplées avec ces interpolations empiriques. Et puis c'est un domaine hétérogène à nouveau, hein. Les trois zones sont hétérogènes, donc on a à nouveau quelque chose qui se compare visuellement bien à la solution de référence. Mais cette fois-ci avec un speed-up beaucoup plus intéressant. Alors là, sur ce tableau, on représente l'erreur. Ça, c'est la méthode d'origine avec 25 modes. On a une erreur de l'ordre de 10-3 en norme L2, L2. Si vous prenez 50 points d'interpolation en 25 modes, vous avez une erreur à peu près identique. Si vous vous autorisez une erreur plus grosse de l'ordre de 10-2, avec 26 points d'interpolation et 10 modes, vous avez un speed-up de 200. Donc là, ça commence à être intéressant par rapport à des éléments finis, alors que bon, avec la méthode ALP originale, on avait simplement un speed-up de moins de 10. Donc là, c'est quand même décevant parce qu'on perd de la précision. Si on gagne qu'un facteur 10, ce n'est pas très intéressant. Gagner un facteur 100, ça commence à être pas mal, au prix évidemment d'une part d'une perte de précision et d'autre part d'une absence pour l'instant d'assurance, puisque comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'analyse de la méthode pour l'instant. Voilà. Donc j'ai terminé. Les perspectives de ces travaux, alors pour la partie purement modélisation, simulation en électrophysiologie, comme je vous le disais, c'est d'essayer d'avoir une approche un peu plus statistique de la manière à la fois d'évaluer, mais aussi de calibrer les électrocardiogrammes numériques qu'on simule. Un but important, c'est évidemment de traiter des problèmes inverses, et puis de développer cet outil industriel. Alors, comme je vous le disais, en s'associant avec une société qui développe déjà un soft d'analyse des signaux, on espère toucher un public qui n'est pas habitué, disons, à utiliser des outils de simulation, et puis de diffuser ces méthodes-là. Pour ce qui concerne les méthodes de l'axe approché, bon, là, je dirais qu'il y a énormément de perspectives ouvertes. Essayer d'autres choses que Schrödinger, ça semble assez raisonnable. Et puis, bon, comme je vous le disais, tout reste à faire pour ce qui concerne l'analyse. Voilà, je vous remercie de votre attention et voici quelques références. Merci beaucoup.